Bonsoir et bienvenue à tous. Des milliards de francs CFA évaporés dans des procès perdus d'avance, des chantiers interminables qui coûtent le triple du prix initial, des institutions publiques paralysées au tribunal par l'amateurisme de leurs dirigeants et au sommet de l'État un vertige juridique qui interroge jusqu'à l'authenticité de nos lois. Ce soir, la vérité en face jette un pavé dans la mare de la République qui paye l'addition de l'incompétence et des acrobaties juridiques. Dans l'affaire Sundance Resources, le Cameroun a été condamné à payer une amende astronomique pour le projet minier de Mbalam. Comment l'État a-t-il pu se faire piéger de la sorte? Pourquoi nos négociateurs échouent-ils systématiquement face aux multinationales lors des arbitrages internationaux? Qui est responsable de cette saignée financière? Tenez, l'argent public ne fuit pas seulement à l'étranger devant les tribunaux de Paris et de Washington. Le hold-up sur les caisses de l'État se déroule aussi ici, chez nous, au grand jour, sur le goudron de nos routes et le béton de nos ponts, sous le couvert des réajustements techniques. Une pratique administrative devenue la formule magique pour gonfler les factures, les avenants. Au Cameroun, l'avenant n'est plus l'exception, c'est devenu la règle. Pourquoi les budgets des infrastructures explosent-ils en cours de route? Derrière ces rallonges budgétaires suspectes, quel est le cadre juridique réel? Y a-t-il des complicités administratives? Ne sommes-nous pas en droit d'exiger que des précautions de droit puissent être prises pour stopper ce que certains qualifient de pillage illégal? Et l'insécurité juridique, de toute évidence, ne s'arrête pas aux infrastructures. Le mal serait plus profond et toucherait la tête même de nos structures de souveraineté. Quand les directeurs généraux s'accrochent à leur fauteuil au mépris des textes, c'est toute la puissance publique qui s'effondre devant les tribunaux. Le crash juridique de la société de recouvrement des créances face au justiciable Ludovic Silinou en est un indicateur. Le tribunal a tranché et le verdict est une humiliation publique. Les actes d'un directeur général au mandat expiré n'ont strictement, visiblement, aucune valeur juridique selon le tribunal. Quel est l'impact de cette sentence du tribunal qui fragilise l'autorité de l'État? Mais ce soir, nous irons encore plus haut, car si le mandat d'un directeur général fait débat, que dire lorsque le doute juridique plane directement sur les actes de la plus haute fonction de la République? Quelle est la régularité juridique des décrets du président de la République ces jours-ci? Depuis 2 mois, vous le savez, le chef de l'État est officiellement hors du pays. Pourtant, des décrets stratégiques continuent de tomber, tous signés avec la mention « fait à Yaoundé ». Peut-on légalement signer à Yaoundé depuis l'étranger? Qui détient réellement la plume du pouvoir? Risque-t-on une annulation massive de ces textes pour vice de forme ou d'usurpation? Pour décrypter cette problématique, nous donnons la parole ce soir à un éminent enseignant de droit dans les universités africaines et occidentales. Cet universitaire camerounais, agrégé de droit privé et enseignant à l'université de Tian, il est connu pour ses prises de position publiques sur les questions juridiques et politiques camerounaises. Professeur Moïse Timtoué, bonsoir et bienvenue à La Vérité en face sur Equinox Télévision. Bonsoir Duval, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple Equinox Télévision. Alors, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous, professeur Timtoué. Je voudrais commencer par un sujet qui a quelque peu fait le tour des réseaux sociaux ces jours-ci, que je n'ai pas énoncé en sommaire. Il s'agit de l'affaire de fils Zamboué Pascal, un cadre du MRC qui est incarcéré depuis plusieurs années. Son fils aussi avait été arrêté il y a pratiquement 3 ans. Il vient de passer 3 ans derrière les barreaux et finalement, il est libéré pour fait non établi. Quel commentaire? Bien, disons que on ne peut pas apprécier le comportement de l'administration judiciaire seulement à partir de la décision qui a été rendue maintenant. Bon, lorsqu'on parle de la gravité des faits, parce que lorsqu'on est en présence d'un homicide, n'est-ce pas, que l'on qualifie d'homicide involontaire, de meurtre ou d'assassinat, n'est-ce pas, on ne va pas entrer dans ces détails, la vie étant, n'est-ce pas, la valeur la plus précieuse, n'est-ce pas, de la société humaine, il va de soi que toute personne sur qui des soupçons pèsent, n'est-ce pas, doit pouvoir être privé de sa liberté, le temps justement que les enquêtes permettent de voir clair dans le dossier. Donc le seul fait de le priver de liberté n'est pas en soi quelque chose que l'on peut critiquer. Là où le problème va se poser, c'est au niveau de la durée, n'est-ce pas, qu'a pris la procédure pour connaître l'aboutissement que nous avons, mais surtout il y a que lorsque une erreur
judiciaire est constatée, lorsque quelqu'un a été privé de manière anormale, irrégulière, n'est-ce pas, de sa liberté, comme c'est le cas, c'est lorsque la privation de liberté se solde par un non-lieu, c'est-à-dire au niveau de la fin de l'instruction, ou bien par un jugement d'acquittement, comme c'est le cas. Alors, le Code de procédure pénale prévoit à la charge de l'État, n'est-ce pas, la possibilité de réparer. Étant donné qu'on ne peut pas restituer à l'individu, n'est-ce pas, tout le temps qu'il a passé derrière les barreaux, le seul mécanisme de compensation qui est prévu, c'est l'allocation, n'est-ce pas, d'une compensation financière. Ouais. Mais ce n'est pas une compensation qui se fait de manière automatique. Ça veut dire qu'il faut que l'ayant droit puisse introduire... Donc cela suppose déjà que la décision passe en force de choses jugée, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus susceptible de voie de recours, c'est-à-dire que son innocence est définitivement consolidée. À ce moment-là, il peut saisir la commission d'indemnisation, n'est-ce pas, qui va régler dans les cas de privation abusive de liberté. Donc c'est la seule réparation, mais on doit constater que ce n'est pas le premier cas. Je crois qu'on a connu des affaires célèbres comme celle de M. Itonde Koto, le colonel. Il y a récemment même le professeur Bruno Bokolo-Ebe, qui a passé 5 ans derrière les barreaux, voilà, et qui finalement a été acquitté. C'est ça. Vous appelez ça quoi? Erreur judiciaire, c'est ça? Ce ne sont pas nécessairement les erreurs judiciaires. Comme je l'ai dit, devant la gravité de certains faits, parfois il peut être dans l'intérêt d'une bonne administration de justice de garder les individus sous main de justice, c'est-à-dire que de les priver de la liberté, de telle sorte qu'on ait accès à eux. Oui, mais, professeur, lorsque quelqu'un reste derrière les barreaux pendant 5 ans, pour après s'entendre dire qu'il a été acquitté, est-ce que cela ne pose pas un problème sur justement la longueur de cette détention? Là, nous convergeons. C'est la longueur de la détention qui fait problème. Ce n'est pas la mise en détention elle-même qui fait problème. Oui. Parce que vous savez, l'activité judiciaire n'est pas une activité simple. Vraiment, je ne veux pas dédouaner les magistrats, mais il faut savoir que lorsqu'un individu sur qui pèsent des soupçons pour des faits suffisamment graves, parce que dans tous les cas, elles sont des crimes, détournement des deniers publics dans les cas colonel Itonde, détournement des deniers publics dans le cas du professeur Bokolo-Ebe, tout ça sont des crimes. Dans le cas du fils Zamboué, c'est un homicide. Donc, il s'agit des crimes. Et lorsqu'on est en présence de crimes, il faut aussi éviter que la personne sur laquelle pèsent des soupçons puisse organiser son innocence. Parce qu'aussi longtemps qu'elle a la liberté de ses mouvements, qu'elle peut continuer à se mouvoir. Oui, c'est pour cela qu'on le retient à lien de la prévention. Voilà, donc elle peut organiser une innocence qui ne correspond pas à la vérité. Donc, parfois, les mesures de privation de liberté s'inscrivent dans la nécessité, n'est-ce pas, de parvenir à la manifestation impartiale de la vérité. Maintenant, le problème, c'est la longueur des procédures. Et à cet égard, vraiment, je crois que j'ai quand même autorité pour en parler, pour avoir soutenu une thèse sur le délai raisonnable des procédures en droit camerounais. C'est ça qui est un problème. Et justement, cela va nous interpeller. Chaque fois qu'un individu est privé de liberté, la privation de liberté étant une mesure exceptionnelle, vraiment, l'appareil judiciaire devrait se mouvoir au maximum pour que une décision sur la culpabilité soit obtenue possible. Vous parcourez de nombreux pays en Afrique et ailleurs. Quand vous parlez de délai raisonnable, de votre point de vue, je veux dire, avec l'expérience que vous avez réalisée, que ce soit dans les pays africains ou dans d'autres pays à travers le monde, est-ce que vous avez le sentiment que ces délais peuvent être ramenés à des proportions acceptables dans le cas camerounais? Bien sûr. Moi, je le crois. C'est vrai que lorsqu'on fait un peu l'état des lieux de l'appareil judiciaire au Cameroun, bon, il y a quand même un déficit criard de magistrats. Et puis la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature contribue, n'est-ce pas, à aggraver la situation. Mais, je dis, on n'a pas besoin d'accorder la même priorité à toutes les affaires. Lorsque les personnes comparaissent libres, vous voyez, on peut avoir de justes raisons de différer l'examen de ces dossiers-là. Mais lorsqu'il y a des personnes qui sont quand même privées de liberté, c'est un motif suffisant prioritaire. Voilà, pour accorder à ces dossiers-là une certaine priorité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, l'un des griefs majeurs que l'on peut faire à l'administration judiciaire au Cameroun, c'est vrai que dans les cas que nous citons, il s'agit de crimes. Mais la propension que l'on observe au niveau des fonctionnaires de la justice, de priver les gens de leur liberté, même pour des peccadilles, c'est ça aussi qui est un problème, parce que vous voyez, nos prisons sont engorgées de personnes qui sont purement en détention provisoire, qui n'ont jamais connu de décision depuis des années, parfois pour des délits, n'est-ce pas, qui sont punis par des peines de moins de 3 ans. Ça, cette systématisation de la privation de liberté est quand même un problème. Surtout
qu'elle est appliquée à des personnes qui parfois justifient d'un domicile stable. Et quand je le dis, je pense notamment au compatriote Jacques Bertrand, n'est-ce pas, qui est un opérateur économique, qui a un domicile connu, n'est-ce pas, dont la détention va causer quand même des dégâts irrémédiables, notamment au niveau des Camerounais qui l'emploient, au niveau de ses activités économiques. Donc, vraiment, pour ces cas, pour ces faits-là, on n'a pas besoin de priver les gens de liberté. Le code de procédure pénale veut qu'un individu soit privé de liberté, soit que lorsque l'infraction est grave, soit lorsqu'il y a des risques que la personne ne puisse pas se représenter en justice. Or, je ne pense pas que ce soit le cas de notre compatriote Jean Bertrand, qui pouvait fournir un garant. C'est-à-dire qu'un garant, ça peut être une personne, il a un domicile connu, il a une activité qu'on connaît. Donc, dans ces cas-là, vraiment, on ne devrait pas priver les gens de leur liberté. Alors, vous avez fait le lien tout à l'heure avec le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça. Et dans l'analyse qui est souvent faite par de nombreux juristes, ils estiment effectivement que le fait que ce Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas tenu depuis plusieurs années, ça amène ceux qui sont en poste à être submergés par des dossiers. Ils se retrouvent dans des prétoires avec plusieurs centaines de dossiers et donc pratiquement incapables de pouvoir les gérer tous, ce qui peut justifier effectivement les délais longs qui sont pris pour rendre des décisions. C'est une thèse qui est tenable? Bon, c'est pas un argument véritablement déterminant. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'un individu est privé de sa liberté, après la vie, c'est la liberté, hein? C'est-à-dire les valeurs les plus importantes. C'est-à-dire lorsqu'on a préservé la vie, la deuxième valeur que l'on doit préserver à l'individu, c'est sa liberté. Donc lorsque les personnes sont privées de liberté, le peu de personnel, n'est-ce pas, judiciaire disponible devrait accorder la priorité au traitement de ces dossiers-là. Mais cela n'empêche pas de reconnaître que la non-tenue du Conseil supérieur à la magistrature quand même contribue à ça. Surtout que cette non-tenue a pour effet de priver l'appareil judiciaire du sang neuf, les jeunes magistrats qui auraient pu, n'est-ce pas, donner une dynamique nouvelle à l'appareil judiciaire sont en position de stagiaire. En fait, ils ne peuvent pas assumer les actes qu'ils posent tant qu'ils n'ont pas, été promus, n'est-ce pas, à une position stable par le Conseil supérieur de la magistrature. Et l'effet revers, c'est que cela maintient en fonction des magistrats qui sont effectivement fatigués. J'en connais, n'est-ce pas, autour de moi, qui auraient été admis, qui devraient être admis à la retraite depuis 4, 5, 6 ans. Mais vous comprenez que c'est des personnes qui sont déjà suffisamment émoussées. Or, c'est elles qui continuent de tenir l'appareil judiciaire. Donc, il y a un effet pervers de la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, que l'on doit pouvoir exposer afin justement d'exhorter le chef de l'État de prendre ses responsabilités au sérieux. Parce que cette non-tenue qui dure depuis la 6e année, n'est-ce pas, ne contribue pas à donner à notre appareil judiciaire la crédibilité. Et cela a des impacts à tous les niveaux. Hein. Nous parlons là, n'est-ce pas, de l'impact de cette situation sur les droits individuels, mais au niveau même de la qualité du climat des affaires. Vous voyez, vous avez annoncé un certain nombre de thématiques là. Cela impacte. Parce que des magistrats qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge, mais vous voyez, la propension, la tentation serait de commettre tous les gaffes possibles parce que ils savent que sur le plan disciplinaire, ils n'attendent plus rien. Vous voyez, ils sont plus susceptibles d'être en fonction au lendemain de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, vous comprenez, c'est la porte ouverte à tous les travers. Donc, vraiment, vivement, que ce Conseil puisse se tenir après la nomination, n'est-ce pas, des derniers membres par le chef de l'État. Effectivement, le chef de l'État a nommé des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut donc espérer que dans les jours qui suivent, et qu'effectivement, que ce Conseil puisse se tenir. Voilà, donc pour récapituler, à toutes ces personnes qui ont été privées de liberté et qui, à la fin, n'est-ce pas, bénéficient d'un jugement de non-lieu, ou bien avec des ordonnances de non-lieu, ou bien des jugements de relax ou d'acquittement, ils doivent savoir qu'ils doivent attendre que les décisions passent en force de choses jugées. C'est-à-dire qu'il faut que les voies de recours soient épuisées, ou alors que les voies de recours ayant été exercées, qu'elles soient vidées au moins au niveau des cours d'appel. Alors lorsque ces décisions vont passer en force de choses jugées, ces personnes seront fondées à saisir la commission d'indemnisation des privations abusives de liberté, n'est-ce pas, prévue par, je crois, c'est l'article 237 du Code de procédure pénale. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore évalué, n'est-ce pas, la qualité du travail de cette commission, parce que je m'y suis intéressé en 2013 quand je finissais ma thèse de doctorat d'État, mais à ce moment-là, la commission n'était pas encore mise en place. J'ai l'impression, je crois qu'elle a été mise en place et jusqu'ici, sa jurisprudence n'est pas encore connue. Et on ne peut pas encore savoir quels sont les barèmes d'indemnisation, n'est-ce pas, qui sont accordés aux uns et aux autres, soit en fonction des âges, soit en fonction de la durée de la privation, ainsi de suite. Donc, c'est une question
que nous devons peut-être creuser au niveau de nos projets de recherche à l'université. Alors, un autre sujet que nous devons creuser, c'est bien évidemment ce projet minier, considéré comme stratégique pour le Cameroun. Il s'agit du projet de fer de Mbalam, qui est sur la sellette depuis quelques jours. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire d'arbitrage. Le Cameroun a perdu beaucoup d'argent. On parle de 355 milliards de francs CFA. Oui. C'est vrai aussi que le Cameroun aurait pu payer plus cher, mais 350 milliards, c'est pas rien. Dites-nous, quand vous entendez parler de cette affaire du fer de Mbalam, en réalité, c'est un projet qui était censé nous apporter beaucoup d'argent. C'est ça. Alors, à peine qu'on commence à perdre de l'argent. Bien, en tout cas, quand on observe cette scène-là, c'est avec dépit, vraiment que l'on est informé de ces informations. Il s'agit de la condamnation du Cameroun par la Cour internationale, la Chambre du commerce international de Paris, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre du commerce international de Paris, n'est-ce pas, qui est un peu organisée sous le modèle de la CCJA. Parce que la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OHADA a également, n'est-ce pas, une structure arbitrale, c'est-à-dire dans laquelle, c'est-à-dire elle fonctionne comme une juridiction, mais c'est pas elle qui assume. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'arbitres qui sont inscrits auprès de l'instance, et quand il y a donc un litige, les parties peuvent désigner, n'est-ce pas, des arbitres dans la liste de ceux qui sont inscrits. Alors, lorsqu'on voit ces affaires se multiplier, vraiment, ça nous désole. Parce que cela peut interroger le niveau d'expertise de ceux qui ont accompagné le Cameroun dans le montage du dossier. Oui. Parce qu'il faut voir les clauses qu'il y avait dans le contrat minier, n'est-ce pas, qui avait été signé en 2012. Mais surtout, au-delà de la signature du dossier, il faut voir ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du contrat une fois signé. Et lorsqu'on voit les motifs qui ont été retenus par, n'est-ce pas, la Cour d'arbitrage, mais on voit très bien que le Cameroun, n'est-ce pas, aurait manqué au respect de la parole donnée. Parce qu'au cœur du contrat... Le journal Reuters, par exemple, rapporte que le tribunal a conclu à un manquement du Cameroun à ses obligations envers Sundance et Cameroun. C'est ça. Parce que à la base du contrat, il y a un principe, n'est-ce pas, pacta sunt servanda. C'est-à-dire, les engagements doivent être respectés par les parties. Et voilà, elles doivent être respectées dans les parties et surtout dans les modalités prévues par le contrat. C'est-à-dire une question de délai. Et vous, je crois que vous qui suivez de temps en temps ma page, vous connaissez mes commentaires par rapport à la question du contrat, la SGS. Car moi, je n'ai pas compris que le Cameroun ne puisse pas aussi très bien défendre ses intérêts dans ce contrat. On ne peut pas comprendre qu'un contrat qui soit signé, n'est-ce pas, pour une durée précise, n'est-ce pas, que le délai soit différé à la seule initiative de la partie concurrente. Vous voyez que Sundance Resources n'a pas hésité à tirer les conséquences de la différence du Cameroun dans la mise en œuvre du contrat minier. Or, quand maintenant les parties à des contrats avec le Cameroun commettent également des défaillances, le Cameroun ne s'empresse pas de tirer les conséquences de cela. N'est-ce pas? J'ouvre cette brèche-là pour dire que dans le cas du contrat de la SGS, moi, je n'ai pas compris que l'on ait différé la date d'entrée en vigueur d'un contrat alors qu'il y avait une condition, n'est-ce pas, suspensive qui devait être accomplie à la diligence de la SGS. La mise en place d'un quatrième portique. Alors, à partir du moment où le co-contractant détermine à son propre gré le temps pendant lequel il doit mettre en place la prestation, mais on est en présence d'une condition purement potestative. Alors ça veut dire, professeur, que si on reste sur le cas de l'affaire de Mbalam, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'analyse de cette affaire. Oui, oui. Premier niveau d'analyse, le contrat qui a été monté. Le contrat lui-même. Deuxièmement, le suivi, l'exécution du contrat. Et puis maintenant, la gestion de la procédure. Le contentieux, oui. Le contentieux. Alors, allons-y pas à pas. Alors, au niveau... Parce que là, il s'agit de tirer les leçons, parce qu'on a quand même beaucoup d'affaires comme ça qui se multiplient. Je ne vais pas revenir sur le cas, par exemple, des péages automatiques, des 14 péages automatiques. Il y a eu un contrat qui a été suspendu. Voilà. On a eu également... Au niveau de l'Africa Foot, avec les entraîneurs Conceição, à qui on a payé 1 milliard par-ci. Non, ça interroge. Alors, est-ce que les contrats sont bien ficelés? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Alors, pour avoir parfois intervenu dans certaines expertises en faveur de notre pays, je crois que nous sommes parfois victimes de l'état de corruption très avancé dans lequel notre pays se trouve. C'est-à-dire? Parce que ce n'est pas la compétence qui manque au Cameroun. Je vous dis, au Cameroun, d'ailleurs,
si le Cameroun est listé chaque année parmi les pays qui ont les meilleures ressources humaines, vous n'avez qu'à voir les tendances aujourd'hui au Canada. Si le Cameroun aujourd'hui est le premier État accueilli au Canada, mais ce n'est pas parce que les Camerounais sont les plus demandeurs. C'est bien parce que les Canadiens eux-mêmes ont constaté que au Cameroun, il y a de la qualité. Et donc, à équivalence, n'est-ce pas, de notation, on privilégie le Camerounais, qui est imaginatif, qui est compétent, donc la compétence ne manque pas. Mais parfois, il y a un déficit de patriotisme. Et ce déficit de patriotisme est exacerbé par le niveau de corruption dans notre pays. Je vous assure, j'ai conduit parfois certaines expertises. Et quand vous rendez votre rapport, on vous dit, il est très beau sur le plan technique, sur le plan scientifique. Mais après, quelqu'un va vous dire, mais est-ce qu'on vous a dit, Moïse, qu'on veut que ça marche? Moi, je suis spécialiste des questions d'état civil. J'ai par exemple travaillé pour un cabinet malgache qui devait s'intéresser à la conduite de l'informatisation du système d'état civil au Cameroun. Je l'ai accompagné en tant qu'expert état civil. Alors, lorsque nous avons rendu notre rapport, n'est-ce pas, qui posait quand même un certain nombre de préalables, parce qu'au niveau d'abord, le préalable, c'était par exemple la réforme de la loi. Alors, nous sommes, je crois, dans les années 2008-2010 par là. Mais, alors, lorsque nous finissons de rendre le rapport, alors, il y a un haut cadre du ministère, n'est-ce pas, qui était le maître d'ouvrage de cette sollicitation, en fait, qui était le principal bénéficiaire de cette consultation, mais qui me dit, mais Moïse, vraiment, votre construction là est très belle, mais est-ce qu'on vous a dit que ça marche? Et justement, lorsqu'il me demande, il me dit, mais imaginez qu'on verrouille le système d'état civil. On fait comment, par exemple, pour manipuler les élections? Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est prêt à sacrifier le pays pour quelques strapontins politiques. Or, pourtant, la sécurisation de l'état civil fait partie, n'est-ce pas, des enjeux, n'est-ce pas, des défis qu'un pays devrait se donner pour essayer de préserver la planification, mais aussi pour les enjeux de sécurité. Parce que lorsque vous pouvez changer Duval, votre identité du jour au lendemain, mais moi qui vous ai connu comme Duval Fangwa, lorsque demain vous changez d'identité, vous pouvez me flouer. Parce que donc c'est une source d'insécurité. On sait d'ailleurs qu'à un moment donné, lorsque Boko Haram faisait son apparition dans l'extrême nord, il y a des hautes autorités de la République qui ont attribué, n'est-ce pas, l'avènement de Boko Haram aux cartes d'identité, n'est-ce pas, que l'on attribue à l'appel à nos voisins, n'est-ce pas, aussi bien au Tchad que du côté Nigeria. Donc voilà, cet état de corruption ne rend pas service à notre pays. Et tant donc vous avez donc des responsables, dès lors qu'ils sentent que dans un dossier, il y a un enjeu financier, mais on va écarter les compétents pour aller privilégier, n'est-ce pas, ceux qui vont reverser des rétrocommissions. Peut-être parce que c'est le frère, parce que c'est la copine, parce que... Voilà le problème. Ce n'est pas que l'expertise manque au Cameroun, mais le déficit de patriotisme et la montée de la corruption fait que parfois, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de concevoir les contrats, d'assurer le suivi de leur mise en œuvre ou bien de gérer les contentieux ne sont pas toujours nécessairement les bonnes personnes. Sur cette question, on a entendu certains de nos compatriotes indiquer que chez les questions minières, par exemple, le Congo n'a pas encore toute l'expertise nécessaire. On découvre récemment... Mais le Congo a remporté, n'est-ce pas, son procès contre les mêmes Sondan Resources. Vous comprenez? Ça veut dire que face au problème qui s'est posé, le Congo... c'est certainement assuré que les personnes qui vont porter sa voix étaient les mieux qualifiées pour le faire. Vous comprenez? Et lorsque, à l'intérieur d'un pays même, on n'a pas ces ressources-là, mais il y a l'expertise internationale. Mais je dis encore, pour que la bonne expertise internationale soit sollicitée, il faut qu'il y ait un élan patriotique derrière. Donc, quand il n'y a pas de patriotisme, lorsque vous voyez comment on gère notre pays, mais ça veut dire qu'on s'en fout complètement, n'est-ce pas, de l'intérêt du pays. Les gens ne privilégient que ce qui est dans leur poche. Et dans cette logique-là, vous comprenez qu'on ne peut pas être surpris de tous ces revers que l'on essuie à tous les niveaux. Alors ça, c'est le premier niveau. Maintenant, l'autre question, c'est si l'État estimait que Sundance ne respectait pas ses engagements, pourquoi n'a-t-il pas sécurisé juridiquement la rupture du contrat avant de réattribuer le permis à quelqu'un d'autre? Mais voilà pourquoi j'ai invoqué par exemple le cas de la SGS. Alors, quand vous avez... Toutes les prestations doivent être exécutées et dans les délais. Alors, quand vous avez, par exemple, une clause qui impose à l'une des parties d'accomplir une prestation dans un délai donné, mais lorsqu'à la fin de cette période-là, la prestation n'est pas accomplie, mais il y a des moyens juridiques que vous pouvez invoquer. Il y a ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. Je crois que les juristes me comprennent. C'est-à-dire que, dans le cas, par exemple, je prends le cas de Eneo.
lorsqu'on n'avait pas payé la facture d'Eneo pour une période donnée, Eneo est en droit de suspendre la fourniture d'électricité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'exception d'exécution permet au co-contractant qui n'a pas reçu la prestation promise, suivant les modalités convenues au contrat, il est en droit de s'abstenir de fournir sa propre prestation. Et si après une mise en demeure, la prestation n'est pas réalisée dans le délai, cela permet d'invoquer la résolution, pas la nullité. Parce que le contrat à l'origine est déjà valable. Mais ça permet de résoudre le contrat, c'est-à-dire de le faire perdre d'effet. Et une fois que le contrat est résolu, mais ça vous donne maintenant toute la latitude de négocier un nouveau contrat. Donc, vous voyez, c'est toute cette expertise-là. Je ne crois pas que ce soit l'ignorance véritablement. Je crois que c'est le peu de diligence. Quand les gens ne sont pas patriotes, les intérêts collectifs ne les intéressent pas. Quand ce n'est pas une menace à leur poche, ils négligent. Et ouais, et on arrive à ça. Donc il y a l'exception d'exécution qu'on peut invoquer lorsque le co-contractant ne remplit pas les prestations qu'il a promises à l'égard de l'État du Cameroun. Et ça suppose que ceux qui sont chargés de la mise en œuvre soient seulement diligents et soient armés de patriotisme, n'est-ce pas, pour ne pas laisser passer les travers des personnes avec lesquelles on a contracté. Autrement dit, dans une affaire comme celle-là, il ne faut pas regarder directement la sentence et la décision qui a été prise ou la manière dont le contentieux a été géré. Oui. Il faut remonter en amont pour interroger la façon dont le contrat a été mené, comment il a été suivi et exécuté, et enfin voir comment est-ce que le contentieux a été géré. C'est ça. Vous voyez, si le contrat avait été mal ficelé dès l'origine, il y a des clauses, par exemple, qui ne sont pas favorables au Cameroun. Quelle que soit la dextérité des agents du Cameroun dans la phase contentieuse, ils ne vont pas modifier les termes du contrat. Donc vous voyez que tout cela est lié. Alors, de la même manière, s'il y a des prestations que le Cameroun devrait exécuter entre-temps, et que au niveau de la phase de mise en œuvre, les personnes qui en sont chargées ne le font pas, le spécial du contentieux ne va pas blanchir le Cameroun. Parce que les faits vont parler d'eux-mêmes. Et quelle que soit votre dextérité, vous perdez le contrat. Donc, comprenez que ces trois étapes sont liées. Maintenant, si le contrat a été bien ficelé, si les prestations que le Cameroun, pour lesquelles le Cameroun s'est engagé, ont été régulièrement exécutées, il n'y a pas de raison qu'au niveau de la phase du contentieux, si vraiment c'est les personnes compétentes qui le font, que le Cameroun ne gagne pas. Et l'exemple, c'est bien le cas du Congo. Vous comprenez? Donc je dis, étant donné qu'on n'est pas saisi, n'est-ce pas, du contenu du contrat, on ne peut pas savoir à quel niveau la défaillance s'est révélée. Donc elle peut être au niveau de la conception du contrat, ou alors au niveau de la mise en œuvre, et c'est ce qui semble être le cas. C'est-à-dire, parce que la Cour internationale reproche entre autres au Cameroun de n'avoir pas exécuté, n'est-ce pas, les obligations qui lui incombaient en vertu de ce contrat-là. Et vous savez que ce contrat n'est jamais passé à sa phase de mise en œuvre. Ça veut dire qu'il s'agissait certainement des prestations qui devaient préparer, n'est-ce pas, le commencement de l'exploitation minière proprement dit. Absolument. Et si le Cameroun a été condamné, ça veut dire que les personnes qui étaient en charge de ça ne l'ont pas fait. Et vous comprenez que face à une telle situation, mais celui qui doit gérer le contentieux ne peut pas faire autrement. Vous comprenez, c'est des faits qu'il doit subir. Mais alors, est-ce que maintenant aussi, ceux qui devaient suivre le contentieux étaient vraiment les personnes indiquées? C'est une autre question. Mais vous voyez bien qu'il y a trois niveaux, n'est-ce pas, d'appréciation de cette déculottée-là, n'est-ce pas? Et il faut être véritablement dans le contrat pour pouvoir les apprécier. Le Cameroun peut-il encore contester ou faire annuler cette sentence? Oui, bien sûr. En matière arbitrale, il y a des voies de recours. Et généralement, quand il s'agit d'un arbitrage international, je crois que la seule voie de recours, c'est le recours en annulation. Mais là, ça suppose que le Cameroun puisse se prévaloir des vices dans la manière dont la procédure a été conduite. Oui. Peut-être il y a eu absence du respect du principe du contradictoire. Peut-être l'un des juges avait un intérêt établi avec son dame, parce que l'arbitre est tenu d'un devoir d'impartialité. C'est-à-dire qu'il doit être complètement libre des parties. Donc, si ces faits-là peuvent être démontrés, la sentence pourrait être annulée. Et si elle est annulée, ça veut dire que la condamnation tombe et les parties sont remises, n'est-ce pas, au même et semblable état où elles se trouvaient avant cette condamnation-là. Quels sont les risques des saisies d'actifs camerounais à l'étranger si cette sentence devient exécutoire? Ah oui, il faut savoir que les États normalement bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité d'exécution. C'est-à-dire que normalement, les États
ne payent leurs dettes ou bien n'exécutent leurs engagements qu'à leur rythme, dans le principe. Ça veut dire que si un État décide de ne pas payer, vous n'avez rien à faire. C'est ça ce qu'on appelle l'immunité d'exécution. Il faut plutôt négocier. C'est-à-dire que vous pouvez procéder par compensation. Par exemple, si vous êtes débiteur des impôts, bon, vous pouvez vous prévaloir de votre créance pour dire, bon voilà, je vous dois 1 million d'impôts. Alors, comme vous me devez 2 millions, alors, vous allez me donner seulement 1 million. Au moins, 1 million est déjà parti, n'est-ce pas? Du fait que vous êtes également créancier de l'État. Mais en dehors de ça, mais lorsqu'on est dans le cadre de l'arbitrage international, comme c'est le cas avec Sundown, alors l'acceptation d'un règlement arbitral par les États a pour effet de a comme effet, entre autres, la renonciation à l'immunité d'exécution. Ça veut dire que cela permet donc à Sundown de saisir les actifs du Cameroun. Mais il ne s'agit pas de n'importe quels actifs. C'est-à-dire que bon, les biens consacrés au fonctionnement diplomatique, consulaire ou bien à l'armée sont véritablement protégés. Mais les fonds du Cameroun servant par exemple à ces opérations commerciales peuvent être saisis. Et vous comprenez? Et à ce niveau-là, non, c'est le pays dans lequel la saisie va être opérée qui déterminera le sort du Cameroun. Donc si véritablement les procédures qui sont mises en œuvre sont conformes aux droits du pays dans lequel les actifs du Cameroun se trouvent, si ces saisies-là sont pratiquées conformément à cette réglementation-là, le Cameroun n'y pourra rien. Ça veut dire que les saisies iront jusqu'à leur terme. Et ces actifs-là vont être perdus définitivement. Alors, professeur Timtian, on parle là de l'argent que l'État du Cameroun perd ou peut perdre dans des procédures d'arbitrage à l'international. Mais il y a également un autre aspect, en réalité, avec les questions de droit ou la façon dont l'État du Cameroun monte ses projets, ficelle ses contrats et les fait exécuter. Il y a cette question d'avenant. C'est ça. Et le journal La Nouvelle Expression, cette semaine, revenait là-dessus en se posant la question de savoir si le Cameroun est dans une sorte de malédiction avec ses avenants. On a essayé de travailler un peu sur la question pour se rendre compte que la plupart des grands projets initiés par le Cameroun font toujours l'objet des avenants. Je donne quelques indications. Vous avez par exemple le complexe sportif de Lembe. C'est ça. Tout le monde en a parlé. Le coût initial annoncé était de 163 milliards de francs CFA. C'est ça. Et pour lequel les accords de financement ont dépassé 218 milliards de francs CFA. C'est ça. Vous avez la première phase. Sans que les chantiers ne soient terminés. Vous avez la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, initialement annoncée autour de 284 milliards de francs CFA, et dont le coût ou les financements associés ont ensuite été évalués à près de 399 milliards de francs CFA. Vous avez le cas du barrage de Meki, dont il y a un reportage qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est ça. Pour un coût annoncé de 25 milliards de francs CFA, désormais évalué à 34 milliards et demi de francs CFA, soit... Sans que le moindre kilowatt ne soit disponible. Soit 38% d'augmentation. C'est ça. Je vous renvoie la question de La Nouvelle Expression. Est-ce qu'il y a une malédiction des avenants au Cameroun? Vous voyez qu'il y a bien un lien entre la question que vous me posez et ce que je disais tout à l'heure. Parce que si les travers dont je faisais état tout à l'heure, n'est-ce pas, sont observés dans la mise en œuvre de tous les projets, on ne peut pas être surpris de tout ça. Voilà des avenants qui interviennent. Ces avenants auraient pu être également des condamnations. Vous comprenez? Donc, les situations que vous présentez sont connexes à celles que nous décrivions tout à l'heure. Si le contrat est mal monté, ça veut dire que si au niveau du montage, quand vous avez un contrat comme celui qui doit porter sur un barrage, ça ne peut pas être que l'affaire des juristes. Parce que pour également, pour concevoir les clauses qui doivent être insérées dans un contrat, mais il faut comprendre le mécanisme auquel on veut parvenir. Et donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas concevoir un contrat comme ça en vous limitant uniquement aux juristes sans associer, par exemple, des spécialistes de l'environnement, des spécialistes, par exemple, de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, il faut associer, il faut mettre en place un pool d'experts, n'est-ce pas, dont le niveau de maîtrise du dossier est avéré et qui soit également armé, n'est-ce pas, d'un capital patriotique suffisant pour pouvoir véritablement mettre en avant l'intérêt du pays. du pays. Alors, donc, si les choses se font
sur la base du copinage, sur la base, n'est-ce pas, des intérêts personnels, où celui qui doit déterminer, qui doit décider du projet, ne voit que son intérêt personnel et pour lui. Mais le montant du projet n'est qu'une formalité. Il veut s'en débarrasser dès lors qu'il a reçu son argent. Alors, vous voyez, à la fin, au niveau de la phase de mise en œuvre, mais on va être surpris parce que justement, mais l'avenant, c'est vrai qu'en matière de contrat de marché public, l'imprévision est reconnue. Ça veut dire l'imprévision, c'est l'avènement de circonstances imprévues. Quand cela intervient dans le cadre d'un marché public, on peut justement procéder à un avenant dont l'avenant en lui-même n'est pas mauvais. C'est quand ça devient systématique que cela révèle donc que ceux qui ont conçu le contrat n'ont pas à envisager toutes les situations que le contrat devait générer. Donc ça veut dire que peut-être on s'est limité à la construction du béton, sans voir par exemple les aspects concernant l'environnement. Donc l'équipe, si l'équipe par exemple était amputée de l'expert qui allait par exemple attirer l'attention sur les enjeux environnementaux du projet, mais en cours d'exécution, notre partie va dire, mais voilà, le contrat s'est limité au béton. Alors maintenant qu'il y a les questions environnementales, on fait comment? C'est alors qu'on va percevoir le besoin d'intégrer cet aspect-là. Or, on aurait pu anticiper si on avait par exemple associé au projet un environnementaliste. Mais est-ce qu'il existe un plafond au-delà duquel un avenant devrait obligatoirement conduire à renégocier ou à relancer un marché? Ah non, l'avenant en fait répond à des prestations qui n'avaient pas été prévues. Vous comprenez? Et si vous avez... Mais vous savez, c'est le maître d'ouvrage qui détermine ce qu'il veut. Hein? Alors si le maître d'ouvrage, déjà au niveau du montage de l'appel d'offres, c'est à partir de là que tout doit déjà être fait. Il faut clairement, à partir de l'appel d'offres, dire ce que vous voulez. Ok? Et maintenant, si vous associez des personnes, lorsque l'intérêt personnel prime, vous pouvez même envoyer des gens qui vont éliminer des prestations qui sont nécessaires et dont la pertinence ne va être perçue que sur le terrain. Et quand c'est perçu, mais si vous ne l'intégrez pas, le projet ne va pas être satisfaisant. Parce que tout cela, c'est lorsque tous ces aspects-là sont mis ensemble, mais que le projet produit l'effet attendu. Donc comprenez qu'il y a donc un lien entre les situations que vous décrivez et n'est-ce pas le commentaire que je faisais d'entrée de jeu. Mais à ce moment-là... Donc on peut interroger les équipes que l'on met en place pour concevoir nos projets. Dans les bureaux d'études. Voilà. Ceux qui sont chargés de représenter l'État dans le suivi et dans l'exécution et le suivi des contrats. Le maître d'ouvrage. Voilà. Et maintenant, ceux qui également doivent nous défendre lorsque les contentieux naissent. Et donc, quand les contrats sont mal montés, les avenants vont arriver. Donc, et comme je l'ai dit, en matière de marché public, c'est-à-dire que la survenance d'un avenant n'est pas en soi un problème. Oui. Si cela répond au besoin, n'est-ce pas, de rattraper une prestation qui n'avait pas été perçue en amont. Mais si l'expertise avait suffisamment été mobilisée, on ne devrait pas arriver à ça. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, n'est-ce pas, gouverner aussi, c'est prévoir. Il faut se projeter, n'est-ce pas, le projet a sa phase achevée. Il faut se dire, si le projet arrivait au bout, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Et donc, si l'expertise est bien mobilisée, il ne devrait pas avoir lieu à des avenants. Surtout que vous avez évoqué, entre autres projets qui ont foiré, le cas des infrastructures de la CAN. Vous savez, moi j'étais en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire organisait la CAN 2023. Mais la Côte d'Ivoire organisait la CAN avec le tiers du budget des infrastructures du Cameroun. C'est-à-dire que 1500 milliards, c'est-à-dire environ 1000 milliards de francs CFA. Le budget des infrastructures de la CAN au Cameroun, c'est 3000 milliards. Mais la Côte d'Ivoire a réalisé toutes ces infrastructures. Je ne vivais pas loin du stade de Bimpe. Lorsque le stade de Bimpe était achevé, le match expérimental qui a été livré là-bas a révélé par exemple que l'eau stagnait sur la pelouse. Ça a donné lieu à un avenant. Mais pas, non, c'était la responsabilité du co-contractant de s'assurer que le stade réponde à toutes les attentes, à toutes les normes de la CAF et de la FIFA. Ouais. Mais l'État ivoirien lui a imposé de le faire. C'est vrai que ça a donné lieu à un avenant, mais un avenant extrêmement minime. Oui. Vous comprenez? Peut-être parce que les problèmes auxquels le co-contractant a été confronté ont été bien perçus également par le gouvernement ivoirien. Oui. Mais je dis, ça n'a pas donné lieu à un avenant extraordinaire et toutes les infrastructures sont là. Vous voyez, le stade de Boaké a été construit pendant... le stade de San Pedro a été construit pendant la CAN. Le stade de Bimpe, Alassane Ouattara, a été construit par là. Et regardez les infrastructures. Je crois que tous les Camerounais ont vu dans nos chaînes de télévision que vous partez d'Abidjan jusqu'à Korogo sur une autoroute au moins à 2 voies.
ça a été réalisé dans le cadre. C'est vers la rallonge. La voie arrivait déjà jusqu'à Boaké, mais ça a été rallongé après Boaké jusqu'à Korogo, sur le même budget. Comprenez? Donc, et ça montre simplement que la corruption doit y être pour beaucoup. On est corrompu seulement parce qu'on n'aime pas son pays. Donc il y a un déficit de patriotisme. Pourtant, je dis parce qu'on sait qu'au Cameroun, l'expertise ne manque pas. Mais lorsqu'on est anti-patriote et corrompu, on ne peut aboutir qu'à des résultats comme ça. Puisque vous l'exemple du stade de Bipé, on a bien vu que le ministre des Sports est allé au Parlement pour s'expliquer sur la nécessité qu'il y avait de pouvoir mobiliser des fonds supplémentaires pour terminer ce stade-là. Mais bien sûr, mais c'est justement le rôle que joue l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais l'Assemblée nationale, entre autres, enfin le Parlement, a entre autres responsabilité celui de contrôler l'action du gouvernement. Et ça passe par le budget. Donc lorsqu'un budget a été voté, mais il appartient à l'exécutif de l'utiliser pour les objets pour lesquels ce budget a été voté. Et donc si entre-temps, il y a des difficultés, mais la représentation populaire a le droit de savoir. Parce qu'il s'agit des impôts des Ivoiriens. Mais au Cameroun, tout ce qui se passe là, est-ce que vous avez un jour entendu que l'Assemblée nationale s'est interrogée là-dessus? C'est la démission générale. Mais pourquoi, professeur? Mais c'est la corruption. Mais vous savez, au lendemain, la modification qui a donné lieu à l'introduction du poste de vice-président, je crois qu'on a vu des compatriotes qui ont révélé dans les réseaux sociaux que chacun des parlementaires a reçu une enveloppe d'environ 50 millions. Vous comprenez? Alors, quand vous avez des représentants du peuple corrompus comme ça, ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier l'intérêt du peuple, mais dès lors que leur poche est remplie. Et avec ça, vous attendez qu'ils fassent quoi? Surtout quand ils sont... Oui, mais il n'y a pas d'éléments probants justifiant justement cet état de corruption dont on parle. Mais je dis, aucun député n'est monté au créneau pour contester les allégations du compatriote. Ça fait l'objet, n'est-ce pas, de diffusion massive dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Je crois que si vous tapez, vous allez retrouver, n'est-ce pas, la corruption qu'on a dit avoir eu lieu pendant la modification de la Constitution. C'est-à-dire que la levée des limitations sur la durée des mandats des élus. Je crois. Hein? Plusieurs compatriotes ont révélé des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est vrai, mais à partir du moment où les députés eux-mêmes ne remettent pas ces allégations en cause, ça dit quand même beaucoup. Et pour avoir assisté, n'est-ce pas, à la manière dont le Conseil constitutionnel a géré le contentieux des candidatures, je peux vous dire que il y a quand même de sérieuses suspicions sur la probité, n'est-ce pas, de beaucoup de nos hauts responsables. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous qui arpentez les prétoires, qui discutez de ces questions-là avec des éminences grises, est-ce que vous vous souvenez qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà été sanctionné au Cameroun pour une mauvaise estimation ayant entraîné un important surcoût, notamment dans la construction des infrastructures? Non, je n'ai connaissance d'aucune situation. Je crois que, par contre, pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, alors il me semble que, je crois que si mes souvenirs sont bons, si mes lectures sont encore fidèles, mais au lendemain de la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, des grands soutiens du régime avaient tous été interpellés, parmi lesquels, n'est-ce pas, l'un de mes oncles à Baham, M. Kwame Samuel, qui était impliqué dans l'organisation de cette Coupe avec les trucs des infrastructures. Donc, comprenez que le président... Oui, ça, c'est sur le régime Aïdjo. Mais oui. Mais bon, voilà. Non, vous m'avez dit dans l'histoire du Cameroun. Et donc, je vous situe quand même une situation scandaleuse où, n'est-ce pas, des hauts responsables du parti au pouvoir, c'était des hauts responsables de l'UNC, n'est-ce pas, avaient été interpellés et avaient été inquiétés, mis en prison, n'est-ce pas, pour les détournements que l'on leur imputait par rapport à la manière dont la CAN de 72 avait été gérée. Et vous savez très bien que la CAN du Cameroun a été un gros scandale. Je crois qu'on parle, si vous suivez l'honorable Nietzsche, on parle de la CAN Gate. Vous avez parlé du stade de Lembe, qui n'a jamais été achevé. N'est-ce pas? Toute la voirie qui devait accompagner l'organisation de la CAN dans les villes n'ont pas été construites. Chacun a vu le plan des travaux qu'il fallait exécuter. Alors, lorsqu'une telle situation se présente, mais on devrait voir les responsables qui étaient au pilotage de ce projet être inquiétés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous comprenez que ne pouvons pas trouver des exemples contemporains, mais je suis obligé, n'est-ce pas, de puiser dans l'histoire. Je vous dis que par le passé,
n'est-ce pas, le souci quand même de la qualité de la gouvernance. Mais sur le principe, on devrait pouvoir faire des audits sur ces infrastructures-là, sur ces projets-là, pour savoir où on en est, pourquoi est-ce que ça n'avance pas vraiment et pourquoi est-ce qu'on perd beaucoup d'argent dans ces avenants-là. Mais bien sûr, à partir du moment où l'argent qui est décaissé pour un objet n'a pas fourni l'infrastructure que l'on attend, mais c'est un détournement. Et donc, les uns et les autres devraient être interpellés. Ceux qui étaient en charge de l'exécution de ces projets-là doivent être interpellés, surtout lorsque les fonds destinés au projet ont été mobilisés. Mais qui peut initier la mécanique ou bien le projet? Est-ce que ça peut être la Cour des comptes? On l'a vu par exemple sur l'audit de certains projets, de certaines initiatives. On a vu la Cour des comptes du Cameroun, par exemple, indiqué bien sur l'affaire Covid-Gate, par exemple. On a vu un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui a d'ailleurs indiqué qu'il y avait 12 infractions qui étaient susceptibles de revêtir des qualifications pénales. Qui doit initier la procédure dans une situation comme celle-là? C'est-à-dire que les infractions de détournement de deniers publics ne dérogent pas aux principes généraux de la procédure pénale. Chaque fois que le ministère public est informé, n'est-ce pas, de la commission d'une infraction, il devrait mobiliser l'action publique sans attendre. Ça veut dire que les procureurs en cette matière-là bénéficient de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est vrai que s'agissant d'un projet d'envergure nationale, parfois l'impulsion doit venir quand même de la centrale. C'est-à-dire que le chef de l'État, ou bien, par exemple, le SGPR qui était au cœur de la task force. Ça veut dire que c'est lui, peut-être, qui, dans ce projet-là, portait la voix du chef de l'État. Donc, à partir du moment où les infractions ne sont pas réalisées, je crois que ces instructions devraient rapidement être données, peut-être au ministre d'État en charge de la justice, pour que les différents parquets, n'est-ce pas, des lieux où les infrastructures devraient être réalisées, n'est-ce pas, soient mobilisés. Mais en réalité, les parquets n'ont pas besoin d'attendre d'être instruits. Parce que dès lors qu'il y a des soupçons qu'une infraction à la loi pénale est commise, et nous savons que le détournement des deniers publics est bien prévu et réprimé par les articles 114 et 184 du Code pénal, les ministères publics des lieux où les infrastructures étaient attendues devraient pouvoir interpeller les personnes en charge de ça, si du moins elles sont dans leur sort. Parce qu'en matière pénale, la compétence aussi est déterminée par 3 critères. C'est la compétence du tribunal, entendu le parquet, du lieu de commission d'infraction, la compétence du tribunal, du lieu d'arrestation de l'auteur, et puis la compétence du tribunal, je crois, il y a un 3e critère, n'est-ce pas, qui m'échappe un peu. Donc, les parquets devraient pouvoir mobiliser l'action publique sans attendre, parce qu'elle bénéficie de l'opportunité des poursuites. Ouvrir une enquête ne veut pas dire que les personnes sont nécessairement coupables. Nous avons introduit cette émission par le cas du fils Zamboué, n'est-ce pas, dont la privation de liberté se soldée finalement par un acquittement. Donc, lorsqu'il y a des soupçons d'infraction, on peut interpeller les gens, surtout lorsque les infractions sont... Surtout qu'il y a eu des dénonciations claires et précises, par exemple, le député Jean-Michel Nietzsche, documenté, qui indiquait qu'il y avait effectivement... Dès lors qu'on compare les feuilles de projet avec le résultat final, mais on voit le gap. Et c'est suffisant, n'est-ce pas, pour que les soupçons soient versés sur ceux qui étaient en charge de l'exécuter. Maintenant, il appartiendrait à ceux-là de s'expliquer. Mais au plan factuel, on constate qu'il y a un écart entre le projet tel qu'il a été présenté et les faits que l'on observe sur le terrain. C'est suffisant pour interpeller les uns et les autres, à l'initiative des parquets, qui, en cette matière, n'ont pas besoin de... C'est vrai qu'un procureur peut initier une action et le ministère de la Justice, n'est-ce pas, l'interpelle parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la subordination hiérarchique, n'est-ce pas? Bon, le ministre de la Justice peut demander, mais tempérer un peu. Mais idéalement, pour une action comme celle-là, l'impulsion devait partir du sommet. C'est-à-dire que c'est de la présidence que l'on devrait lancer, n'est-ce pas, le mouvement général qui allait permettre de clarifier la situation de tous les projets qui étaient inscrits dans le cadre de la CAN. Nous allons marquer une pause dans cette émission de La Vérité en face où nous recevons ce soir le professeur Moïse Timchouin. Avec lui, donc, nous analysons l'actualité nationale et c'est dans le cadre de cette émission La Vérité en face sur Equinox Télévision.
Retour sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox Télévision. Nous recevons ce soir le professeur Moïse Tinchouin. Il est agrégé des facultés de droit, enseignant à l'université de Chang, connu pour ses prises de position sur les questions d'intérêt national. Avec lui, donc, aujourd'hui, on s'intéresse à des questions d'actualité. Professeur, tout à l'heure, on évoquait ses avenants et ces projets d'infrastructure qui coûtent extrêmement cher aux contribuables. Et il faut rappeler que la question paraît pertinente parce que cet argent, ces centaines de milliards de francs CFA que l'État perd dans ces projets, que ce soit dans l'affaire de Mbalam, avec cette affaire d'arbitrage, que ce soit dans ces avenants interminables, c'est de l'argent qui aurait pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, acheter des bancs pour des élèves, obtenir des kits de dialyse, entre autres, pour ne prendre que ces exemples-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est une question d'intérêt national qui mérite d'être analysée. Je voulais qu'on revienne rapidement sur le sujet qu'on évoquait avant d'avancer sur les autres aspects de l'actualité. On a parlé tout à l'heure de l'opportunité de poursuite. C'est ça. Alors, vous avez indiqué que les procureurs, dans leur ensemble, peuvent initier cela. C'est ça. Mais quand vous prenez un cas, par exemple, comme le rapport de la Chambre des comptes, Oui. de la Cour suprême, sur une affaire comme l'affaire du Covid-Gate, quand vous prenez, par exemple, les rapports qui sont rendus, par exemple, par la même Chambre de comptes, par exemple, sur, comment on appelle ça, sur la loi de règlement, voilà, à l'Assemblée nationale, C'est ça. où la Chambre des comptes vous indique qu'il y avait de l'argent qui avait été mobilisé pour tel projet qui devait faire ci ou ça et qui finalement n'a pas été réalisé. On n'a pas l'impression qu'il y a des suites judiciaires à cette affaire-là. Oui, et c'est ça qui est embêtant. Parce que le travail qui est fait déjà au niveau de la Chambre des comptes devrait faciliter vraiment l'action des ministères publics compétents. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que notre justice est complètement aux ordres. Et que vraiment les initiatives de poursuite, y compris même pour les infractions banales, doivent attendre que l'impulsion vienne de Yaoundé. Pourtant, on nous dit que nous sommes dotés d'un pouvoir judiciaire. Vous comprenez? L'état de délabrement de notre pays concerne tous les niveaux. Dans une précédente émission, je vous ai parlé du déficit démocratique que l'on observe. C'est les libertés qui avaient été conquises dans les années, n'est-ce pas, 2010, ont complètement disparu. Aujourd'hui, il est impossible de manifester. De même, l'état que nous avons aujourd'hui, notre justice, mais est un état déplorable qui donne l'impression que tant que l'exécutif n'a pas donné l'impulsion, le pouvoir judiciaire ne se sent pas concerné par le délitement de notre société. Une question peut-être un peu technique. Est-ce que la Chambre des comptes aurait eu elle-même l'opportunité, si elle était une Cour des comptes? Bon, oui. Parce qu'il y a ce débat technique. Oui, si elle était une Cour des comptes, peut-être elle aurait directement la possibilité, n'est-ce pas, de mettre en cause les responsables concernés. Oui. Mais n'étant pas une Cour des comptes, elle agit un peu comme une structure intermédiaire. Parce que c'est ces rapports qui doivent être exploités maintenant par les parquets. Bon, alors, et surtout, lorsque ces rapports sont rendus, ça veut dire que la caractérisation des faits punissables est déjà suffisamment décrite, telles que les enquêtes, n'est-ce pas, judiciaires, les enquêtes des autorités judiciaires devraient simplement permettre de les finaliser. Bon, mais il faut aussi dire que quand il s'agit des détournements d'un certain montant, vous voyez, la compétence a été retirée au tribunal de grande instance pour finalement être confiée uniquement au tribunal criminel spécial, n'est-ce pas, qui est concentré à... Donc, ça veut dire que ces rapports-là, à partir du moment où ils concernent les malversations atteignant le montant de 50 millions, c'est le procureur général du tribunal criminel spécial qui devrait s'en saisir. Bon, malheureusement, le mode de fonctionnement du TCS aujourd'hui est tel que on a l'impression que s'il n'y a pas les hautes instructions, aucune action n'est déclenchée. Donc elle apparaît plus à nos yeux aujourd'hui comme une juridiction plus politique que véritablement indépendante. Est-ce qu'on en dirait de même pour ce qui concerne la CONAC? Parce que justement, vous avez évoqué les cas effectivement, la CONAC agit exactement comme la Chambre des comptes. Ça veut dire qu'elle mène des enquêtes, mais elle ne peut pas tirer de ces résultats, n'est-ce pas, les conséquences juridiques
que les constatations méritent. Donc il faut encore maintenant que l'autorité judiciaire s'en saisisse. Et je vous l'ai dit, la saisie de l'autorité judiciaire dépend du montant qui est querellé. N'est-ce pas? Moins de 50 millions, c'est les tribunaux judiciaires, n'est-ce pas, TPI ou TGI. Mais quand c'est déjà au-delà de 50 millions, c'est l'exclusivité du tribunal criminel spécial. Et donc nous savons même que, alors que si vous avez détourné 40 millions, on vous condamne sans possibilité, n'est-ce pas, d'abandonner les poursuites. Alors que celui qui vole plus, lorsqu'il est poursuivi en TCS, il lui suffit de remettre le corps du délit. C'est-à-dire que le corps du délit qui est détecté par les enquêtes, n'est-ce pas? Et puis, on peut l'élargir. Donc, c'est pourquoi la nature du tribunal criminel spécial n'est pas très compatible avec la nature classique, n'est-ce pas, d'une juridiction qui devrait être indépendante et qui devrait pouvoir censurer chaque fois que les faits sont établis. Mais vous voyez, là, voilà quelqu'un qui peut être coupable, mais on va le relaxer simplement parce qu'il a décidé de remettre la portion du délit qu'on a pu découvrir. Vous comprenez ça? C'est quand même embêtant. Alors, puisqu'on parle des tribunaux... Et s'il vous plaît, tout à l'heure, nous avons évoqué la question du montage des contrats. Oui. J'ai suivi un jour le directeur général de la CNPS, le directeur général en fonction, mais qui évoquait, n'est-ce pas, c'est-à-dire que une situation qu'il a vécue, où ils sont allés chercher des investisseurs étrangers. Ceux-là sont venus donc mettre en place des projets d'investissement qui allaient donner des emplois au Cameroun, n'est-ce pas, alimenter les caisses de l'État. Mais avant même que le projet ne soit mis en place, il y a eu un redressement fiscal de 5 milliards. Je crois que c'est le direct sur le plateau de la CRTV, s'il vous plaît. J'ai voyagé une fois au cours de l'un de mes voyages en France, j'avais voyagé avec un Hollandais qui était resté au Cameroun pendant 6 mois. Il venait, n'est-ce pas, pour un projet, parce qu'il avait lu, à partir de la Hollande, n'est-ce pas, les textes d'incitation à l'investissement tels qu'ils sont publiés sur le site de... Il y a l'agence de promotion... Agence de promotion des investissements. Il y a quelque chose comme ça, API. Oui. L'agence de promotion des investissements. Mais ils sont venus, après 8 mois de tracasserie, ils étaient obligés de plier bagages et de partir. Alors, vous voyez, c'est des faits... J'ai dit le directeur général de la CNPS. C'est des faits qui révèlent le niveau, n'est-ce pas, de déficit patriotique dont je parlais tout à l'heure. Au Bénin, dans un pays comme le Bénin, au Bénin par exemple, lorsqu'il y a un investisseur qui pointe son nez au Bénin, il est reçu par une commission qui est placée au niveau de la présidence. On lui explique les procédures et les délais. On lui demande s'il veut rester ou s'il veut partir avant de revenir. Alors, s'il choisit de rester, il s'installe dans un hôtel. C'est les fonctionnaires qui s'occupent de l'accompagner pour faire aboutir toutes les procédures. Tel qu'au jour convenu, on va seulement lui dire, voici le formalités administratives. Parce que le Bénin s'est donné pour défi de ne pas laisser une possibilité d'investissement disparaître. Mais au Cameroun, j'ai voyagé avec un compatriote qui est venu d'Allemagne. Il était porteur du dossier de l'ouverture d'une agence de la compagnie allemande. La compagnie aérienne allemande, c'est... j'oublie le nom. Le projet portait sur quoi? Le projet portait sur l'ouverture d'un hub de la compagnie... j'oublie le nom. De la compagnie aérienne allemande au Cameroun. Ça devait être le hub qui allait représenter pratiquement tous les pays d'Afrique centrale. Mais je vous dis, lorsqu'il me raconte l'histoire, il dit à la fin, lorsqu'il a jeté complètement l'éponge, c'est qu'un responsable, n'est-ce pas, en haut lieu, lui dit, mais dans tout ce projet, quelle est ma part? Pourtant, il avait les garanties qu'il aurait la priorité dans les recrutements. Ouais, ça veut dire que voilà quelqu'un qui a sacrifié l'avenir de quelques jeunes qu'il pouvait placer parce qu'il attend, n'est-ce pas, qu'il ait sa part. Je dis, c'est un compatriote que je peux peut-être faire témoigner sur votre plateau. Il est en Allemagne, très introduit dans le monde des affaires, mais je vous assure, après il a dit, si c'est comme ça que le pays fonctionne, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est un pays où la corruption est endémique, où les gens sont prêts à sacrifier l'avenir des jeunes, sacrifier l'intérêt du pays pour leur poche individuelle.
Et ça, avec ça, on ne peut pas s'attendre à autre chose. On peut pas s'attendre à des résultats différents de ce que nous observons dans les avenants ou bien dans les procédures contentieuses. Au-delà de la corruption, ça pose également la question de l'attractivité. Et c'est une question qui est très souvent soulevée, non seulement par les entrepreneurs de façon globale, mais par le GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, qui insiste sur la nécessité de mettre en place des conditions qui permettent d'attirer les investisseurs. Mais lorsqu'un investisseur comme le Hollandais rentre dans son pays, mais vous croyez qu'il va se taire quand il faudra parler du Cameroun? Or, s'il est dans les milieux, s'il est par exemple membre d'une organisation comme le GICAM en Hollande, mais il va partager son expérience avec tous les autres. Et vous voyez, voilà l'image que notre pays renvoie. Donc quand on a des responsables corrompus, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents de ceux que nous déplorons sur ce plateau. Alors, puisqu'on est dans les prétoires, on est dans les juridictions et on parle également de l'intégrité morale, Moïse Mintouin, il y a cette affaire qui fait les choux gras de la presse depuis quelque temps. Ça fait le tour des réseaux sociaux. C'est une grosse dans l'affaire Ludovic Silenou, de la liquidation de la société Union Camerounaise contre la société de recouvrement des créances du Cameroun, une décision qui a été rendue le 19 juin dernier et qui déboute la société camerounaise de recouvrement des créances dans un contentieux d'exécution face à la liquidation de la société de l'Union camerounaise. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques mois, vous avez évoqué cela sur ce plateau en passant. Mais oui, j'avais évoqué ça. C'était pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Oui. Mais je crois que dans mes commentaires, j'avais fait état de cela. Et vous m'aviez dit peut-être qu'on y reviendra. C'est qu'au moment où j'en parlais, le plumitif seulement était disponible. Parce que maintenant, vous voyez que le document qui circule, c'est la grosse. La grosse, oui. Ça veut dire que c'est le document, le titre exécutoire, le titre qu'il est question d'exécuter. Oui. Voilà. Et donc, mais c'est pas surprenant. Lorsqu'on sait... Mais il s'agit de quoi précisément? En fait, dans cette affaire, la SRC, qui est la société de recouvrement du Cameroun. Et qui a vocation justement à faire des recouvrements. À procéder au recouvrement, n'est-ce pas, peut être saisie, notamment par les entreprises publiques, pour les aider à recouvrer, n'est-ce pas, les créances qu'elles auraient sur des débiteurs divers, qu'il s'agisse des particuliers ou bien d'autres entreprises, même d'autres sociétés commerciales. Et donc, pour ce faire, la directrice générale de la SRC doit émettre des contraintes. Vous comprenez? Ou bien elle doit même donner mandat à des agents d'exécution, à des huissiers, pour pouvoir opérer au nom de la SRC. Mais il se trouve que la SRC, en tant qu'entreprise publique, est régie par les textes spécifiques des entreprises publiques. Et il s'agit notamment, n'est-ce pas, avant d'une loi de 99, je crois que j'en ai... Oui, il s'agissait d'abord d'une loi du 22 décembre 1999, n'est-ce pas, qui portait statut général des entreprises et des établissements publics, et qui a été modifié et remplacé par la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017. Yeah. Dans ces lois-là, depuis 1999, le mandat des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints est limité à 3 ans renouvelables 2 fois. Et dans la loi 2017, il est surtout dit qu'en aucun cas, je crois que c'est l'article 70, il est surtout dit que, à l'alinéa 3 de l'article 70 de la loi 2017, dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général adjoint ne peuvent excéder 9 ans. C'est l'article 70, alinéa 3. Oui. Dans tous les cas, c'est, comme on dit au quartier, à tout casser. La durée qu'un directeur général adjoint peut mettre à la tête d'une entreprise, c'est 9 ans. Après 9 ans, il a perdu son mandat. Et dès lors, la question se pose, est-ce que les actes qu'il pose après la 9e année peuvent être valables? L'alinéa 4 apporte la réponse à cette question en disant les actes pris par le directeur général ou le directeur général adjoint, au-delà de la durée prévue à l'alinéa 3, c'est-à-dire au-delà de la 9e année, sont nuls et de nul effet. Oui. Alors, à partir de ce mois-là, la directrice de la SRC, qui était à la 15e année en 2024, c'est-à-dire l'année où le contentieux avait commencé, elle avait déjà largement dépassé la durée maximale de son mandat, qui était 9 ans. Ça veut dire qu'elle avait déjà dépassé de 6 ans. Ça veut dire qu'en 2026,
on doit être... non, c'était en 2015. Donc en 2026, elle doit être à 16 ans de mandat à la tête de la même entreprise. Et donc, sur la base de l'article 70, alinéa 4, dont je viens de donner la lecture, mais les contraintes qu'elle avait émises au code de la SRC ne pouvaient pas tenir parce que c'est une contrainte qui est nulle. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des collègues qui ont essayé de dire que le juge ne pouvait pas apprécier la légalité du décret. Non, le juge n'a pas dit que le décret est nul. C'est pas le décret qui est nul. C'est le pouvoir, c'est l'investiture qu'elle a pour agir au nom de la SRC qui est annulée. Vous comprenez? Le juge constate qu'il y a un décret qu'il a nommé. Ce décret l'a nommé pour 3 ans renouvelables. Bon, puisque le renouvellement même peut être tacite. Une fois qu'elle est nommée, elle peut aller jusqu'à 9 ans. Donc le juge ne remet pas encore le décret. Mais ce décret n'ayant pas été annulé, elle n'a plus de titre pour représenter la SRC. Oui, mais la question qui se pose, professeur. Oui. Vous avez un directeur général d'une entreprise qui a été nommé par le président de la République. C'est ça. Au bout de la 9e année, le président n'a pas pris un acte parallèle. Je veux dire, vous qui parlez de parallélisme des formes. C'est ça. N'a pas pris une autre décision pour la remplacer. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que le même directeur général peut décéder avant la fin de son mandat? Lorsqu'il décède, on fait comment? Est-ce qu'il est obligé de continuer son mandat même s'il fait face à des difficultés? Il peut démissionner aussi. Ouais. Donc, mais à partir du moment où il n'a pas démissionné, à partir du moment où il n'a pas démissionné, en considération les nécessités de continuité du service public. Oui. Non, il le fait à ses risques et périls. C'est-à-dire, un directeur général consciencieux sait qu'au bout de la 9e année, il perd, tant qu'il n'a pas reçu un nouveau mandat, il perd son pouvoir. Donc, quand il continue de gérer, c'est à ses risques et périls. Et je dis, il peut engager aussi bien sa responsabilité civile parce qu'il devient un dirigeant de fait. Or, les dirigeants de fait, pour les besoins de sécurité juridique, peuvent continuer à engager l'entreprise. Mais si l'entreprise parvient à dénoncer l'acte, les conséquences de cet acte-là vont rejaillir sur son patrimoine personnel. C'est ça qu'il faut noter. C'est ça la notion de dirigeant de fait. Bien sûr. Oui, parce que c'est ce que certains juristes ont évoqué pour justifier le fait qu'ils soient restés en fonction. Non, dans le principe, les dirigeants de fait sont appelés à continuer la gestion de l'entreprise, mais uniquement pour les actes d'administration et les actes conservatoires. C'est-à-dire gérer l'entreprise. Or, la SRC est généralement mandataire des tiers pour le recouvrement de leurs créances. Et donc, les actes que la SRC pose ne sont pas que les actes d'administration ordinaire. C'est des actes qui font grief. Vous comprenez? Or, le dirigeant de fait, quand on parle de la notion de dirigeant de fait, elle s'appuie sur la théorie de l'apparence. C'est-à-dire que, bon, vous devez contacter avec la SRC. Vous n'êtes pas censé connaître les réalités internes. Ouais. Et à ce moment-là, donc, quand vous vous donnez à la SRC pour négocier un contrat, si le contrat est signé par le directeur hors mandat, à votre niveau, on ne peut pas vous faire ce reproche-là. Ok? Étant donné que toute personne dans votre situation aurait cru en la qualité de celui qui a contracté avec vous, l'acte engage la SRC. Vous comprenez? Pourtant, tout le monde sait que le directeur général est hors mandat. C'est ça la notion de dirigeant de fait. Elle peut engager l'entreprise à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. Ok? Mais je dis, les actes du dirigeant de fait n'engagent la société que si la société elle-même assume ces actes-là. C'est-à-dire que si la société, pour un motif quelconque, parvenait à se détacher, en fait, à se libérer de l'engagement pris par le dirigeant de fait, mais c'est son patrimoine personnel qui en répond. Vous comprenez? Et de la même manière, il y a la responsabilité pénale. Parce que les entreprises publiques gèrent les deniers publics. Je crois que l'article 13, n'est-ce pas, de la loi sur le statut des entreprises publiques dit clairement que toutes les entreprises, qu'elles soient d'économie mixte ou bien à capital public, gèrent des deniers publics. Et donc toute malversation sur ces deniers-là ouvre la porte à l'infraction de détournement de deniers publics, dont l'individu est capable de répondre personnellement. Je crois que si cette situation persiste, c'est simplement du fait de l'incurie que nous observons dans notre pays, où personne ne veut véritablement jouer son rôle. Et là, je ne vais pas dire que, de mon point de vue, je pense que la situation que nous observons au niveau des entreprises publiques, mais n'est que la suite de l'état de fatigue que nous avons observé chez le chef de l'État depuis. Le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Tous les organes du RDP se sont périmés. Vous savez que depuis un congrès devait se tenir depuis 2016. Il ne s'est jamais tenu.
il y a plein d'échéances qui se... Le chef de l'État a promis un gouvernement qui n'arrive pas lui-même à... Il y a un état de fatigue évident. Or, si gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas estimer que les collaborateurs du chef de l'État n'aient pas fait des notes internes pour attirer son attention sur le fait que tel directeur général, tel PCA aura son mandat expiré à telle période. Je crois que, au regard de la compétence que l'on connaît des administrations camerounaises, je pense que tout ça a été fait. Mais le chef de l'État qui montre des signes de fatigue depuis quelque temps ne peut plus tenir. Et lorsqu'on ne peut plus tenir, on démissionne. Peut-on parler d'insécurité juridique lorsque l'État laisse des dirigeants exercer pendant plusieurs années après l'expiration de leur mandat? Est-ce qu'on peut parler d'insécurité juridique à ce niveau-là? Je ne crois pas qu'on peut véritablement parler d'insécurité juridique parce que, comme vous avez parlé de dirigeants de fait, les actes de dirigeants de fait profitent aux tiers. Hein. S'il y a des tiers qui ont contracté, parce que la sécurité juridique s'apprécie au regard du partenaire de l'entreprise publique. Alors, si le partenaire de l'entreprise publique a traité de bonne foi avec le dirigeant qui est hors mandat, ou bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le pénaliser pour ça. Donc, les engagements pris par le dirigeant de fait engagent l'entreprise publique. Donc, par rapport au contractant, il ne peut subir aucun préjudice. Le revers maintenant, c'est lorsque l'acte du dirigeant de fait est susceptible de faire grief. Et comme dans le cas de l'affaire Silény, mais on peut invoquer la nullité de l'acte, en s'appuyant d'ailleurs sur l'article 70 alinéa 4, mais surtout, qui s'inscrit en droite ligne de la jurisprudence même de la CCJA. Je crois que j'ai pu trouver ici, lorsque vous m'avez parlé de ça, il y a un important arrêt qui a été rendu, n'est-ce pas, le 25 avril 2004, par la première chambre de la CCJA. La CCJA étant la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est chargée de l'application du droit au HADA. Parce que j'ai suivi certaines personnes dire que au-delà même du mandat, on peut continuer parce que le droit au HADA permet le renouvellement indéfini du mandat. Non, le droit au HADA prévoit la limitation de la durée des mandats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être nommé ad vitam aeternam à la tête d'une entreprise. Que vous preniez l'article 324 de l'acte uniforme sur les sociétés et le groupement d'intérêt économique, l'article 420, l'article 463, l'article 480. Mais vous allez voir que l'acte uniforme OHADA limite généralement les mandats à un maximum de 6 ans. Vous comprenez? On dit, c'est vrai que l'acte uniforme dit les mandats sont renouvelables, n'est-ce pas? Mais ça suppose quand même qu'intervienne entre-temps un nouvel acte de confiance pour le reconduire, n'est-ce pas, à son poste. Mais s'il n'est pas reconduit, la conséquence est tirée par la CCJA, qui dans cet arrêt dont Société Doran Air Congo SAR contre Société Brown Underwriting Office rappelait que le gérant d'une SARL qui avait été désigné pour un mandat de 2 ans, expirant en 2020, ne pouvait pas mandater un avocat, ne pouvait pas donner un mandat à un avocat pour représenter l'entreprise devant la CCJA parce qu'il a perdu sa qualité. Vous comprenez? Du fait de l'expiration de son mandat. Bien sûr. Surtout que devant la CCJA, l'article 28 alinéa 5 du règlement de procédure veut que lorsque vous êtes demandeur en tant que personne morale, vous devez, en plus de l'acte de saisine de la CCJA, produire les statuts, mais surtout apporter la preuve que celui qui vous a constitué avait une qualité valable. Vous comprenez? Donc au niveau de la CCJA, ça ne tolère pas. Et donc, on ne peut pas dire que le juge camerounais, n'est-ce pas, ait rendu une décision qui surprenne. D'abord, c'est conforme au droit camerounais, mais je dis, c'est une jurisprudence qui s'inscrit en droit de ligne. Alors, avant de revenir sur les effets de cette loi, sur l'aspect purement technique, parce qu'on a lu beaucoup d'interventions sur cette question-là. Lorsque vous parcourez la Constitution, rappelle certains juristes, l'article 8, dans son alinéa 10, dit que le président nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Alors, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. C'est ça. C'est lui qui nomme les directeurs généraux adjoints des entreprises. Alors maintenant, il y a une loi qui limite les mandats de ces directeurs généraux. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a aucun problème. Parce que j'ai suivi des collègues le dire. Mais il n'y a pas de contrariété entre la loi sur le statut des entreprises ou bien des établissements publics et la Constitution. Parce que l'objet de l'article 8, alinéa 10 dont vous parlez, n'est que de conférer le pouvoir de nomination au chef de l'État. Mais je vous dis, j'ai pris le soin d'apporter la copie de cette loi. À l'article 43,
du statut général des entreprises publiques, il est clairement dit ceci. Les administrateurs des sociétés à capital public ayant l'État comme unique actionnaire sont nommés par décret du chef de l'État. Est-ce qu'il y a violation de la Constitution? Ça veut dire que la loi a constaté le pouvoir que le chef de l'État tient de la Constitution. Oui. Vous allez encore voir à l'article 52. On dit, non, pas l'article 52, l'article 70. Alinéa 4, on a vu tout à l'heure, oui. Donc, tout au long de ces textes-là, le pouvoir de nomination du chef de l'État n'est pas remis en cause. Oui. Et je dis, ceux qui le disent oublient une autre maxime qui permet de comprendre l'articulation des sources du droit à l'intérieur d'un pays. Parce que ceux qui ont évoqué cela reviennent très souvent sur ce qu'ils appellent la hiérarchie des normes juridiques. Non, c'est une fausse allégation. C'est un argument qui ne tient pas. Il n'y a pas de contrariété entre les lois qui ont établi le statut des entreprises publiques et la Constitution. Tout ce que la Constitution a fait, c'est de dire qui peut nommer. Oui. D'accord? Oui. Il y a un principe d'interprétation des normes juridiques. La Constitution énonce et la loi dispose. Ça veut dire que la Constitution est au niveau des principes. D'accord? Mais quand le principe est respecté, la loi maintenant entre dans les détails. Oui. Précise. Donc, c'est la loi qui précise les moyens. La loi ici a entendu les normes inférieures. Oui. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut comprendre qu'à l'intérieur de la charpente juridique d'un État puisse cohabiter et la Constitution, et les traités, et les lois, et les décrets, et tout le reste. Dès lors que le principe posé par la norme supérieure est respecté dans la norme inférieure, elle peut dérouler. Or, on n'a jamais dit ici que quelqu'un d'autre va nommer les directeurs généraux. Vous comprenez? Les lois sont constantes. Quand vous prenez la loi sur le statut des entreprises ou bien la loi sur les établissements publics, il est constant que ces responsables-là sont nommés par le chef de l'État. Oui. Mais par rapport à la mission de la loi, qui est d'ailleurs définie, si vous prenez la Constitution, ces lois-ci tirent leur source également à la Constitution, parce qu'en matière légistique, notez bien que chaque fois qu'une loi est élaborée, au fronton, même si ce n'est pas mentionné, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est vu la Constitution. Oui. C'est-à-dire que la loi est toujours faite en regard avec les prévisions constitutionnelles. Or, la Constitution a son article 26, alinéa 1C, mais attribue à la loi le domaine de régir le statut des personnes et des biens. Les personnes. Les entreprises publiques sont des personnes morales. Oui. Donc, l'article 26 permet de trouver le fondement sur la base duquel ces lois ont été établies. Parce que la Constitution ne peut pas entrer dans les mécanismes de gestion des entreprises publiques. C'est du domaine de la loi. J'ai dit bien l'article 26, alinéa 1C. Vous comprenez? La loi, le statut des personnes. Ce n'est pas personne physique uniquement, c'est les personnes morales aussi. C'est pourquoi la loi sur les associations est une loi. La loi sur les établissements publics est une loi. C'est en vertu de l'article 26 de la Constitution. Donc il n'y a pas de contrariété. Ces lois ont reçu l'habilitation constitutionnelle pour aménager, mais sans violer le pouvoir constitutionnel que détient le chef de l'État de nommer les responsables. Donc c'est une fausse allégation. C'est ceux qui essaient de justifier l'inertie en essayant de trouver des arguties qui ne tiennent pas. Alors pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté, mais au regard de l'analyse qui est faite par les uns et les autres, est-ce qu'on ne peut pas modifier cette loi pour prévoir, par exemple, de façon explicite une période d'intérim lorsqu'un mandat arrive, par exemple, à expiration? Bien, pourquoi pas? On peut l'aménager, on peut dire, par exemple, si le directeur général a atteint le terme de son mandat, oui, peut-être l'intérim est assuré de plein droit, oui, par son directeur général adjoint. Par exemple. Et si c'est le directeur général adjoint, on peut dire peut-être de plein droit par le directeur des affaires administratives et financières. Par exemple. Pourquoi pas? Voilà autant de choses qu'on peut faire. Et à ce moment-là, si la loi l'a fait, mais cela permet donc de combler le déficit de qualité. Vous comprenez? Mais je dis, qu'il s'agisse du droit WADA ou bien du droit national, tous les dirigeants d'entreprise sont désignés pour une durée précise. Et le droit WADA fixe, n'est-ce pas, la durée maximale à 6 ans. Si au bout de 6 ans, votre mandat n'est pas renouvelé, même en droit WADA, vous devenez un dirigeant de fait. Et je dis, sur la base de la jurisprudence que je viens de citer, les actes que vous posez peuvent être contestés dès lors qu'ils nuisent au tiers. Mais s'ils profitent au tiers,
la théorie, l'apparence, justement, permet de les valider pour les besoins de sécurité juridique. Alors, il faut rappeler que dans une étude qui a été récemment faite en mi-juillet par le professeur Viviane Ondoa-Biolay, 102 postes de direction au sein d'établissements publics et parapublics sont occupés par des dirigeants dont les mandats dépassent 9 ans. Et parmi eux, je crois une cinquantaine de directeurs généraux, une quarantaine de directeurs généraux adjoints et 77 présidents de conseils d'administration en situation d'illégalité. Pour revenir sur l'affaire Selenou, quelles peuvent être les conséquences de cette décision? Ah, mais les conséquences sont graves. Parce qu'elle risque d'entraîner, c'est-à-dire que si cette décision, si cette tendance-là, telle qu'elle est déclenchée, était maintenue par les autres juges du contentieux de l'exécution, la SRC va disparaître. Mais parce qu'elle n'aura, personne ne lui fera confiance. Aucun créancier ne peut confier à la SRC. C'est une sentence qui risque donc d'ouvrir la boîte de Pandore. Ben, bien sûr. Et dans tous les cas, je dis, mais au plan politique, c'est une interpellation qui est faite au chef de l'État. Vraiment, il faut que le chef de l'État constate que son inertie, c'est-à-dire crée des dommages à tous les niveaux. Au-delà du contexte politique, voilà les conséquences sur le plan économique, sur le plan financier. La SRC, qui est une société qui emploie des gens, si elle tombait aujourd'hui, c'est les emplois qui vont disparaître, dont les conséquences sont énormes. Elle risque de paralyser la SRC. Et ce matin, j'ai bien suivi votre émission Droit de réponse, et il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec mon ami Maître Ngwana. Parce que quand il dit que, en cas de recours, la décision du président du tribunal de premier instant de Bonasama pourrait être rétoquée, j'en doute. Parce que c'est une décision qui s'appuie sur le droit camerounais, mais je dis qui s'inscrit dans la droite ligne du droit WADA. Je vous ai cité les arrêts de la CCJA. Vous comprenez? Les arrêts de la CCJA ont la même valeur que les arrêts de la Cour suprême au plan du droit interne. Vous comprenez? Et quand la CCJA dit qu'un dirigeant qui a perdu son mandat ne peut plus engager la société, notamment lorsque les actes sont susceptibles de faire grief. Mais c'est une tendance qui devrait être observée au niveau des cours d'appel. Les cours d'appel au Cameroun ne sont pas autonomes par rapport à la CCJA. Les décisions de la CCJA s'imposent aussi. Vous serez donc étonné que cette décision soit cassée au niveau de la cour d'appel? Mais je dis, puisque entre-temps, l'article 70, alinéa 4, n'a pas changé. Mais vous savez tout au moins que c'est une décision inédite. Elle est inédite, mais est-ce qu'elle est conforme au droit? C'est ça qui veut parce que cette question de l'expiration des mandats des directeurs généraux, c'est une question qui est débattue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Le droit, c'est d'abord le droit positif. Le droit tel qu'il est posé. Quand nous lisons l'article 70, est-ce que pour vous, il y a une ambiguïté quelque part? L'article 70.4 vous dit, je lisais encore, les actes pris par le directeur général ou le directeur général adjoint, au-delà de la durée prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, sont nuls et de nul effet. Il ne revient pas au juge judiciaire il appartiendra à chacune des personnes qui seraient confrontées aux actes des directeurs généraux d'invoquer la nullité. C'est-à-dire que ce n'est pas une nullité, c'est-à-dire que, j'allais dire, générale. Non, c'est une nullité que chacun devra invoquer. Mais le support de cette demande de nullité est connu. C'est l'article 70.4 qui est clair. Les actes pris par le directeur général ou le directeur général adjoint, au-delà de la durée prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, sont nuls et de nul effet. Ça veut dire que si vous avez donné mandat à quelqu'un d'aller exécuter une mesure de saisie, ce mandat est nul, conformément à l'article 70 alinéa 4. Et je dis, sur la base de la jurisprudence de la CCJA, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Vous comprenez? Alors, professeur Timtouan, nous avons une autre controverse. Oui. Semblable à celle que nous sommes en train d'évoquer. Il s'agit des décrets du président de la République portant la mention fait à Yaoundé, alors que le président de la République est hors du pays. C'est ça. Que signifie exactement cette mention du point de vue du droit? Bien. Alors, j'ai lu, par rapport à cette polémique-là, deux sorties intéressantes. Je crois qu'il y a une sortie, de mon ancien doyen, le professeur Jean Gatti. Mais il y a surtout, je ne sais plus quel autre auteur, où les gens essayent de dire que c'est une formalité à ce soir et que cela ne devrait pas impacter, n'est-ce pas, sur la validité des actes pris par le chef de l'État. Je dis non.
Le fondement est ailleurs. Et le fondement tient dans un principe général du droit. Vous comprenez? Le droit n'est pas que les textes. Hein. Le droit aussi, c'est les principes généraux. C'est-à-dire que des énoncés qui ne sont pas contenus nécessairement dans un texte de loi, mais qui s'imposent de par la conscience naturelle, la conscience humaine naturelle. Les principes généraux du droit. Il y a un principe en droit qui s'énonce fraus omnia corrumpit. Fraus omnia corrumpit. C'est la fraude corrompt tout. Le problème n'est pas qu'on ait mis dans l'acte Yaoundé ou Genève. Et à cet égard, vous allez voir que le chef de l'État, pour reprendre un peu ce que disait le professeur Gatti, peut se mouvoir comme tout le monde. À partir du moment où c'est un être humain, il jouit de la liberté d'aller et de venir. Et portant notamment l'étendard camerounais en tout lieu, mais il peut être appelé de par ses fonctions à séjourner à l'étranger. Bon, quand ça se rallonge, ça peut devenir problématique. C'est pas l'objet. Le problème n'est pas que qu'on ait mis Yaoundé ou Genève. Le problème réside dans la fausseté de l'information, qui n'est donc pas une simple erreur matérielle. Parce que quand c'est une erreur matérielle, on peut la corriger. L'erreur matérielle n'affecte pas la substance de l'acte. Oui. Mais lorsqu'il s'agit d'une volonté assumée de mentir, c'est d'introduire dans un acte un élément qui ne correspond pas à la réalité, cela devient la fraude. Où est le mensonge? Mais la fraude tient dans le fait que tous les Camerounais savent que le chef de l'État est à Genève, de par le communiqué du ministre de la Communication, n'est-ce pas, bon, le DCC nous avait dit qu'il était parti pour un court séjour. Mais professeur Tinchouan, oui. Est-ce que le droit camerounais exige que le président de la République soit physiquement présent à Yaoundé pour qu'un décret portant cette mention soit régulièrement signé? Ah non. Vraiment, le Cameroun ne fonctionne pas en vase clos. Il y a les usages que l'on observe partout. Imaginez que le chef de l'État soit dans le cadre d'une visite importante pour notre pays en Chine. Et que de la Chine, il apprenne par exemple qu'une catastrophe s'est produite au Cameroun. Vous n'allez pas lui demander nécessairement d'interrompre son séjour à l'étranger qui s'inscrit dans l'intérêt des Camerounais pour revenir immédiatement. De l'étranger, il peut agir. Et à cet égard, le général de Gaulle, président de la France libre, tous les actes qu'il avait pris étaient signés de Londres. Donc rien n'interdit au chef de l'État de signer des décrets à partir de Genève. Là, le problème, c'est que le discours officiel nous dit qu'il est en congé. Alors, est-ce qu'en congé, c'est le moment idoine de régler des problèmes ordinaires qui ne s'inscrivent pas dans l'urgence? Parce que les seules mesures que le chef de l'État devrait prendre lorsqu'il est en congé, c'était des mesures d'urgence. Là, le discours officiel, c'est pas le congé, c'est qu'il est en Europe pour un court séjour privé. Voilà le premier texte. Bon, maintenant, il y a d'autres membres du gouvernement qui nous ont parlé de congé. Le ministre du Travail et de la... officielle est celle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Soit, acceptons qu'il en soit ainsi. Je dis donc, le problème n'est pas que le chef de l'État ait signé depuis l'étranger. Oui. Parce que je dis les usages. Oui. Un pays peut être assiégé, une situation d'urgence peut intervenir et obliger le chef de l'État, dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, à agir. Oui. Et comme l'a dit le professeur Gatti, l'autorité du chef de l'État ne s'effrite pas du seul fait que le chef de l'État a franchi la frontière. Mais il faut que le contenu, c'est-à-dire que le négocium corresponde à la réalité. Je dis, les actes que De Gaulle prenait depuis Londres n'avaient jamais été invalidés sur le prétexte qu'il n'était pas signé à Paris. Vous comprenez? Il faut que l'acte corresponde. Dès lors qu'il y a un élément mensonger et un mensonge assumé, parce que j'ai suivi les communicants du RDPC qui disent que oui, d'habitude, le chef de l'État a eu à le faire. Non. Une précédente fraude couverte ne valide pas les autres fraudes. Vous comprenez? Chaque fraude se suffit à elle-même. Et par rapport à ces décrets, je dis, il y a un élément frauduleux qui a fragile le contenu. À partir du moment où la fraude est établie, elle invalide le décret. Mais qui doit demander la nullité? Normalement, le décret est inexistant. Mais sur le plan pratique, la théorie de l'inexistence est traitée comme un cas de nullité absolue. Et il appartient seulement à ceux auxquels le décret fait grief de le contester. J'ai entendu les gens dire, oui, est-ce que vous avez entendu quelqu'un contester le décret? La procédure de contestation d'un décret est assez complexe. Puisque pour remettre en cause un décret, il faut commencer par un recours gracieux préalable à l'autorité signataire elle-même. Bon, étant donné que les actes sont présumés signés de Paul Biya, il faut quand même lui adresser un recours gracieux préalable. Mais dès le lendemain du dépôt du recours gracieux, on peut introduire une demande de sursis à exécution devant la Chambre administrative, la Cour suprême.
Vous comprenez? Alors, donc, lorsqu'on voit la fausseté du lieu, parce que tout le monde sait que Paul Biya est à Genève, que l'on estampille Yaoundé, cela crédibilise également la thèse de la falsification de la signature. Parce que Paul Biya n'est pas à Yaoundé. Comment il a pu signer sur place? Vous comprenez? Et donc, ça va irriguer tous les décrets là. Et je dis, quand le chef de l'État nomme des administrateurs à la SNH, mais cela a pour effet d'enlever les administrateurs qui étaient avant. Parce que les administrateurs, généralement, représentent des départements ministériels. Donc, si on vous a nommé aujourd'hui comme représentant du ministère de l'économie, ça veut dire que vous remplacez le représentant qui était avant. Donc, ce décret, quand même, fait grief à celui-là. Il est donc fondé à pouvoir attaquer ce décret. C'est justement la question que j'allais poser. Et on ne va donc pas l'examiner sur la seule base d'une erreur matérielle. Parce que l'erreur matérielle, en fait, c'est une inadvertance. C'est-à-dire que vous avez mis une infraction une mention en croyant qu'elle était véritablement celle qui méritait d'être, et après vous découvrez que c'était par erreur. Là, c'est une erreur matérielle. Mais ici c'est une fraude. Et la fraude corrompt la substance même de l'acte. Alors, si demain, un citoyen ou une partie intéressée conteste devant un tribunal la régularité d'un tel décret, quels éléments le juge devrait-il examiner pour déterminer sa validité? Mais il doit démontrer que Paul Biya n'a jamais pu signer cet acte à Yaoundé. Et donc, c'est que même l'appropriation de la signature doit être contestable. Les gens disent que le fait de mentionner Yaoundé, on peut signer à Genève et mentionner Yaoundé. Non. Lorsqu'on doit formaliser un acte, M. Fangwa, nous avons aussi également fait l'administration, y compris même à l'aspect international. La formalisation consiste simplement à mettre les cachets et à mettre la date. Jamais l'acte est conçu avec le lieu. Et le lieu correspond à la place où se trouve le signataire. J'ai pris l'exemple du général de Gaulle. Que les historiens fassent des recherches. Tous les actes que de Gaulle avait pris à partir de Londres sont estampillés, faits à Londres. Vous comprenez? Et leur validité n'a pas été contestée. Dans tous les cas, je vous ai dit, s'il y a une situation d'urgence qui naît pendant que le chef était en déplacement, il agit. Et cet acte est valable. Mais il faut que l'acte corresponde à la vérité. Ça veut dire qu'il ne doit pas être en Pékin et on nous dit que l'acte est signé à Yaoundé. Vous comprenez? Or, cette fraude-là, qui est assumée, qui se pérennise, qui est réitérée dans les différents décrets, mais montre très bien que la volonté de frauder est intacte. Et donc, il ne s'agit donc pas d'une simple erreur matérielle, mais de faire prendre pour la vérité un élément mensonger. Cette fraude-là annule les actes sur la base de la maxime France omnia corrompit, qui est un principe général de droit et qui s'applique également en contexte de droit administratif. Professeur Chinchon, on va sortir de l'émission par cet ouvrage, La circulation routière dans l'espace CEMAC, Code communautaire de la route, commenté et annoté. Oui. Je vois que l'avant-propos est de Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. C'est ça. Ministre des Transports. Le professeur François Noukara, vice-président de la CONAC. Et post-face, Martin Barganguele. Mais pourtant, lorsqu'on parcourt cet ouvrage, en réalité, on a l'impression qu'il est fait contre les policiers. Ah non. Non. L'objet de l'ouvrage, c'est de mettre en évidence un texte de portée supranationale, qu'on appelle le Code communautaire de la route. Alors, dans le cadre de l'hommage que je devais faire à mon maître, le professeur François Noukara, justement, je m'étais intéressé à la circulation routière, à la suite d'un incident que j'avais subi sur le trajet Bafoussam-Tchang. Donc ça a suscité mon intérêt. Et dans n'est-ce pas, l'hommage que je voulais lui faire, je voulais donc m'intéresser à la répression des infractions à la circulation routière. Alors, c'est mon enquête qui me révèle que, même au sein du corps des magistrats, ce code est ignoré. Et pourtant, c'est un code qui définit les infractions, qui a modifié d'ailleurs les éléments constitutifs de la plupart des infractions à la circulation routière que les policiers sont amenés à constater. Mes investigations m'ont également amené à constater que dans la formation des policiers, des gendarmes, des agents du ministère des Transports, il n'y a pas un cours dédié au droit pénal spécial de la route. Donc c'était un scandale. Et pourtant, lorsque vous allez examiner les dispositions du code communautaire de la route, mais les éléments constitutifs de beaucoup d'infractions ont changé. Dans le sens de la protection, d'une meilleure protection de l'usager. Donc, ce texte n'est pas fait contre le policier. Non, c'est fait dans son intérêt. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu la postface du délégué général à la Sûreté nationale. Parce que cela vient combler un vide. Les policiers et les gendarmes sont envoyés en route sans avoir subi de formation. Or, nous sommes en matière pénale où il y a un principe cardinal. Il n'y a pas d'infraction sans texte.
Et lorsque le texte existe, l'infraction doit être circonscrite dans les limites prévues par le texte. Donc le policier qu'on envoie en route sans avoir fait de formation, il est peut-être de bonne foi, parce qu'il va reproduire ce que son aîné a fait. Et parfois, quand vous voyez par exemple le document que la gendarmerie a élaboré pour les contrôles routiers, mais le document de la gendarmerie s'appuie essentiellement sur le code national de la route de 79. Alors que les éléments constitutifs de certaines infractions ont changé. Je prends seulement un exemple. Au niveau de la pharmacie. Quand vous prenez le décret de 79 qui porte code national de la route. La boîte de pharmacie. La boîte de pharmacie est exigée pour tous les véhicules. Mais dans le code communautaire de la route, la boîte de pharmacie ne devient une obligation que pour les professionnels du transport public. Qui font le transport en commun. Donc ça veut dire que pour vous et moi qui avons des véhicules particuliers, mais la boîte de pharmacie pour nous c'est une commodité. On peut bien s'en passer, mais puisque la route est un milieu accidentogène, nous avons quand même intérêt pour nous-mêmes à avoir notre boîte de pharmacie. Mais le fait de ne pas en avoir ne constitue pas une infraction. De plus, j'ai publié récemment un vidéogramme sur la répression de l'infraction de surcharge. Ouais, le policier a tendance à croire que toutes les infractions à la route sont punies de 25 000. Et donc, vous voyez, il dit à mon collègue, vous devez payer 25 000. Alors que quand vous regardez le texte, c'est vrai que le code national de la route n'a pas été complètement abrogé, parce que les articles 90 et 91 restent en vigueur, parce que c'est les articles qui définissent les peines applicables aux infractions. Mais les éléments constitutifs de chaque infraction sont définis plutôt par le code communautaire. Et quand vous voyez dans l'article 90, la surcharge, c'est 3600. C'est une infraction, c'est une contravention de 3e classe. Donc ça vient aider le policier pour bien faire son travail, mais ça aide aussi l'usager à mieux défendre ses droits. Et donc, ce n'est contre personne, c'est plutôt, n'est-ce pas, une contribution à l'évolution, n'est-ce pas, du capital humain de notre pays, qu'il s'agisse des contrôleurs que des usagers de la route. En tout cas, merci pour la dédicace de l'ouvrage pour cette information. Ça avec beaucoup de fierté que nous avons la peine de le parcourir et on aura certainement l'occasion. Je vous l'ai donné, j'ai signé seul, mais vous savez que l'ouvrage est une œuvre collective. Absolument. Et tous mes collègues, n'est-ce pas, m'accompagnent pour vous dédicacer cet ouvrage-là. Donc je ne suis que le porte-voix. Vous avez donc toute l'onction, tout l'accompagnement, n'est-ce pas, de mes 11 collègues avec lesquels nous avons rédigé cet ouvrage de 500 pages, mais qui est accompagné d'un index alphabétique pour faciliter, n'est-ce pas, la recherche des thématiques à examiner à nos différents usagers. Et puis un regard panoramique comme ça, remarquez qu'il y a certaines parties de l'ouvrage qui sont rédigées en anglais. Bien sûr. Bon, nous sommes un pays bilingue, donc on ne pouvait pas le confiner uniquement aux collègues anglophones, donc aux collègues francophones, donc il y a quelques contributions de collègues anglophones, justement pour tenir compte de la dimension bilingue de notre pays. Infiniment merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Merci beaucoup, le plaisir est le mien. Je dois avouer que c'est non seulement un plaisir, mais un privilège, parce que être amené à intervenir sur un plateau comme celui-ci 2 fois avant la fin d'une année, je crois que c'est un privilège au regard de la qualité, n'est-ce pas, de l'expertise qu'on a dans notre pays. Mais c'est une contribution que j'assume pleinement, parce que quand j'écoute les interventions des uns et des autres, je pense qu'il y avait des rectifications à faire. Et par rapport aux questions que nous avons débattues, je dis, on ne peut pas dire que les lois sur le statut des entreprises publiques violent la Constitution, non. Le pouvoir de nomination du chef de l'État est consacré, est entériné par ces textes-là. La Constitution énonce et la loi dispose. La Constitution est au niveau des principes et la loi dans les détails. Et donc, on ne peut pas à ce niveau-là. Et c'est le chef de l'État qui promulgue les lois. C'est le chef de l'État qui signe les décrets. Alors, ce serait une insulte de penser qu'au moment où le chef de l'État promulgue ou bien signe les décrets, qu'il soit privé de lucidité. Non, c'est une insulte que je ne peux pas assumer. Je pense que l'état de léthargie que l'on observe aujourd'hui, pour moi, je l'attribue à une seule cause, c'est la fatigue du chef de l'État. Il faut que les gens soient conscients pour l'admettre. Le chef de l'État ne parvient plus à assumer les missions de sa charge, telles qu'elles sont définies par les articles 5 à 10 de notre Constitution. Et dans ces conditions, vraiment, il y a le débat sur la constatation d'empêchement définitif. On devrait s'inscrire dans cette logique-là de manière plus sérieuse. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face chez Equinox Télévision. Bon dimanche à tous et à très bientôt.